Merci pour l'introduction. Hi everyone. We would like to talk to you about the Bonjour à tous, on veut vous parler des difficultés qu'on a rencontrées dans la collecte d'échantillons de sang pour des confirmations biologiques et pour estimer la séroprévalence. La confirmation des cas n'est pas toujours nécessaire pour prendre des décisions sur la prise en charge, mais la réponse à une épidémie dépend de la confirmation de cette flambée pour faciliter la réponse vaccinale. Mais sur les terrains MSF, aux ressources limitées, on peut connaître des retards au niveau des confirmations biologiques. D'un autre côté, les estimations de séroprévalence sont nécessaires parce qu'on ne connaît pas le niveau d'immunisation de la population, car on n'a pas les antécédents. Ça peut aider à mieux organiser les activités vaccinales pour viser les poches avec une faible immunité. On peut quantifier si les taux de couverture ou d'immunisation sont suffisants pour prévenir une épidémie. On peut quantifier aussi si on cible vraiment des enfants jusqu'ici non vaccinés, non immunisés. Pour répondre à ces questions sur nos terrains, on a besoin d'utiliser des échantillons sanguins qui sont faciles à collecter avec des procédures basiques, faciles à transporter, stables dans le temps, sans chaîne du froid, pour faire des tests sérologiques. Si on veut une confirmation biologique de la rougeole, on mesure ce qui se passe après l'apparition des symptômes. Et les IgG sont des anticorps qui montent après la vaccination. Donc, la détection des IgG nous aide à mesurer la séroprévalence après une infection naturelle ou une vaccination. Et la sérologie présente les mêmes difficultés en fonction des anticorps. Par rapport à nos difficultés, l'OMS recommande des échantillons de sérum sanguin ou de plasma, mais il y a des limites, des contraintes pratiques. Et pour nos tests, la méthode n'est applicable que dans des laboratoires très avancés. Donc, il faut rechercher des méthodes alternatives plus acceptables. Par exemple, des gouttes de sang séchées qu'on prélève au bout des doigts. C'est l'échantillon le plus commode à transporter qui reste stable. Mais ce n'est pas si simple en pratique parce qu'il y a des problèmes de manque de standardisation et de quand même stabilité dans les conditions de raisin. La méthode ELISA est la plus accessible sur nos terrains, mais on manque de normalisation concernant le seuil de positivité, l'utilisation ou non d'un facteur d'ajustement quand on utilise les gouttes de sang séchées et la corrélation avec la séroprotection. Alors, sur la base de ces études, on va discuter des contraintes, des difficultés qu'on rencontre avec les gouttes de sang séchées et les tests ELISA et comment surmonter ces difficultés. Pour la confirmation biologique des cas de rougeole, l'OMS recommande des échantillons de gouttes de sang séchées parce quand on ne peut pas utiliser le sérum. Mais la performance de ces gouttes de sang séchées peut être dégradée à cause de l'impact des conditions environnementales sur la conservation des échantillons. On a donc décidé d'évaluer la performance de ces échantillons dans les conditions de terrain en RDC. Donc les cas suspects où on soupçonnait des rougeoles ont été invités à donner ces gouttes de sang et des échantillons de plasma on a envoyé tous ces échantillons au laboratoire. Ils ont été analysés avec un test ELISA semi-quantitatif. Vous voyez les résultats ici pour 148 participants, 53% ont été diagnostiqués positifs à la rougeole basée sur le test de plasma et 42 seulement avec la goutte de sang séchée. Cela signifie que la goutte de sang séchée par rapport au plasma a une sensibilité de 84%. Et donc, parmi les patients diagnostiqués sur le plasma, seule une proportion moindre aurait été diagnostiquée avec le DBS.
DBS, la goutte de sang séchée. You can see that the DBS Alors, la sensibilité de cet échantillon baisse quand ça prend très longtemps pour transporter l'échantillon jusqu'au laboratoire. Problème de stabilité, donc. On peut aussi avoir un impact quant à l'emplacement où on a pris l'échantillon. Les zones difficiles d'accès ont une sensibilité moindre de 72% comparée à 85% pour les lieux plus accessibles. Pour ce qui est de la corrélation entre le type d'emplacement de l'échantillon et le temps qu'il faut au transport, on ne peut pas différencier entre les conditions au moment de la prise de l'échantillon, le temps de transport et l'impact sur la sensibilité basé sur ces résultats. Donc, en résumé, on peut dire que pour une confirmation biologique des flambées épidémiques, on peut utiliser des échantillons de gouttes de sang séchées si on arrive à les faire parvenir au laboratoire en l'espace de quelques jours. Donc, malheureusement, ça veut dire que le DBS, la goutte séchée en échantillon, n'est pas la solution à tous nos problèmes. Mais on va évaluer si on peut améliorer la performance si on conserve l'échantillon à 4 degrés. Alors, maintenant, les problèmes d'interprétation des résultats. Voilà les résultats d'une étude mise en œuvre pour quantifier la proportion d'enfants déjà immunisés sur les sites de vaccination de MSF lors d'une campagne de vaccination préventive contre la rougeole en RDC. On a prélevé des gouttes de sang chez les enfants. On leur a demandé de répondre à un bref questionnaire sur les antécédents de vaccination et les infections de rougeole précédentes. On a utilisé le test ELISA, semi-quantitative IgG. La séroprévalence était inférieure à 40% par rapport à des vaccinations déclarées de 87%. C'est moins que prévu, donc ça pose la question, est-ce que le taux d'IgG recommandé nous permet d'identifier correctement les individus qui ont été déjà immunisés? Et puis, on n'a pas trouvé d'association entre la déclaration vaccinale et la séroprévalence. Les vaccinations déclarées sont en bleu foncé. Donc, est-ce que la séroprévalence peut être indicative d'une protection contre de futures infections par la rougeole? Ici, on a utilisé uniquement les échantillons de gouttes de sang séchées. Donc, on se demande aussi si les estimations de séroprévalence basées sur les échantillons de gouttes de sang séchées doivent être ajustées pour l'harmoniser avec la référence. Et c'est pour ça que dans une autre étude, on a étudié l'impact du type d'échantillon sur les estimations de séroprévalence. On se demandait si il y a des différences entre les échantillons pris sur le terrain et en laboratoire. On a fait une étude de séroprévalence au Niger, dans la région de Zinder. On a collecté différents échantillons et les gouttes de sang séchées, on les a prélevées à la maison. Certains ont été envoyés dans un laboratoire et on a gardé un échantillon de sérum à moins 20 degrés. On a réalisé des tests ELISA dans les mêmes conditions sur ces 3 types d'échantillons. Est-ce que les DBS recueillis dans les conditions de terrain donnent les mêmes conditions qu'un échantillon de gouttes de sang séchées prélevé au labo? La réponse est oui, il n'y a pas de différence significative entre échantillons. Alors, est-ce que les gouttes de sang réalisées sur le terrain, dans les conditions de terrain, et par rapport aux échantillons de sérum, maintenant, là, la réponse est non. Il semble que le DBS, les gouttes de sang séchées, surestime la séroprévalence. La séroprévalence serait évidée à 50%, alors que la déclaration de vaccinale est à 88%. Donc, la séroprévalence, là encore, est plus basse que ce à quoi on s'attendait. On peut y revenir dans la discussion. Pour pouvoir estimer la séroprévalence à partir des résultats de
la goutte de sang séchée, il faudrait peut-être un facteur d'ajustement. Et voilà ce qui nous a permis d'estimer une séroprévalence plus proche de celle qu'on obtient avec les sérums, avec l'échantillon de sérum, qui est l'échantillon de référence. Et là, on confirme qu'il est nécessaire de valider la méthode de DBS contre le sérum avec un facteur d'ajustement pour obtenir la meilleure corrélation possible entre les résultats des deux types d'échantillons. En prévalence, en conclusion, pour utiliser les données de séroprévalence pour planifier les activités de vaccination, on peut utiliser la goutte de sang séchée dans des conditions de terrain, mais il est nécessaire d'appliquer un facteur d'ajustement. Et est-ce qu'il est cohérent entre tous les terrains, ce facteur d'ajustement? Faut-il le calculer en fonction de chaque terrain? Il est important de pointer que les estimations de séroprévalence basées sur des tests ELISA, sur des échantillons de sérum et de gouttes de sang séchées étaient plus basses que prévu. Donc, pour le moment, on peut utiliser ces estimations faites par ELISA dans tous les terrains, mais on ne peut pas vraiment s'y fier. Donc, avant d'utiliser les données de séroprévalence basées sur les tests ELISA pour prendre des décisions, il faut évaluer si ces estimations sont de bons indicateurs d'une protection correcte. En conclusion, quand on évalue les différentes alternatives quant au type d'échantillon et de test, on peut dire que le DBS, la goutte de sang séché, est un type d'échantillon approprié tant pour la confirmation des flambées que pour mesurer la séroprévalence, à condition qu'on puisse garantir un temps de transport aussi court que possible vers le labo. Pour les estimations de séroprévalence basées sur les tests ELISA, il faudrait mieux comprendre ce qui se passe avant de se servir de ces données pour prendre des décisions vaccinales, et puis quel degré de précision est nécessaire. Est-ce qu'on peut baser une confirmation sur des résultats de tests imparfaits? Les estimations de séroprévalence doivent être plus précises afin de pouvoir évaluer et planifier correctement les activités vaccinales. On tient à remercier toutes les équipes qui ont travaillé en RDC et au Niger, et merci de votre attention.